Thème 3, Histoire et mémoire, introduction. Alors, quelle est la différence entre histoire et mémoire? La mémoire, c'est se souvenir, se représenter le passé. Elle peut être individuelle ou collective. Elle peut donner lieu à des commémorations, se rappeler un événement, un lieu, un acteur. Elle peut entraîner des devoirs de mémoire, une exigence de justice. L'histoire, c'est une science humaine qui cherche à comprendre, à interpréter le passé à partir de différentes sources. Bref, à reconstituer le passé selon une méthode rigoureuse, et bien sûr cette vérité est toujours susceptible d'être remise en cause. La mémoire est une des sources de l'histoire. C'est un des outils de l'historien. Elle va être confrontée à d'autres documents historiques, elle va être validée, nuancée ou écartée. La mémoire est également devenue un objet d'étude pour l'historien. Je vous renvoie aux travaux de Pierre Nora dans un ouvrage collectif qui s'appelle Les lieux de mémoire. On verra d'ailleurs dans votre livre à la page 190 différents lieux de mémoire. Alors bien sûr, l'histoire de la mémoire d'un événement, ce n'est pas nouvelle. Vous avez dû étudier dans votre parcours scolaire le régime de Vichy et notamment le fait que la mémoire de ce régime depuis 1944 a beaucoup évolué. Il y a eu une période d'amnésie, on n'en parlait pas, c'était un peu un sujet tabou. C'était un passé aussi qui ne passe pas. Et puis progressivement, il va y avoir une reconnaissance de la responsabilité du régime de Vichy dans sa collaboration avec l'Allemagne nazie. Alors, ça a entraîné bien sûr des conflits mémoriels dans les années 50-80. On verra en classe des conflits mémoriels qui sont plus apaisés sur les causes de la Première Guerre mondiale. Nous verrons au contraire un autre conflit mémoriel qui n'est pas encore apaisé sur la guerre d'Algérie. Les devoirs de mémoire peuvent entraîner aussi le vote par le Parlement de lois mémorielles. Exemple, la loi Guesso en 1990 qui condamne le négationnisme. En 2001, la reconnaissance du génocide arménien. La loi Taubira, qui reconnaît la traite et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Alors bien sûr, toutes ces lois mémorielles ont un enjeu politique, mais certains posent la question que ce rapport obsessionnel au passé peut se faire au détriment de l'analyse historique. Certains pensent que ces lois mémorielles peuvent entraver, nuire au travail de l'historien. Donc le devoir de mémoire ne doit pas entraver le devoir d'histoire. Le devoir de mémoire entraîne également des commémorations officielles. On peut citer notamment celle de Jacques Chirac, qui en 1995 reconnaît pour la première fois la responsabilité de l'État dans le génocide juif. En 2005, il choisit la date du 10 mai pour rendre hommage aux victimes de l'esclavage. Dans ce deuxième point, voyons les notions de crime contre l'humanité et le génocide et le contexte de leur élaboration. Suite aux accords de Londres en 1945, un tribunal militaire international est créé pour juger les dirigeants nazis. C'est le procès Nuremberg que vous avez étudié en cours d'histoire. Un nouveau chef d'accusation va être utilisé, le crime contre l'humanité, dont je vous laisse noter la définition. Cela va permettre de juger ces principaux dirigeants nazis pour le génocide, qui est un cas particulier de crime contre l'humanité avec l'intention préalable d'exterminer un groupe. En 1948, il y a la volonté de l'ONU d'universaliser le droit issu de ce procès, avec l'adoption d'une convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. 20 ans plus tard, il y a une convention qui met en avant l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Cela permettra ainsi que le droit international soit réactivé lors de certains procès que nous verrons en classe dans l'axe 2, notamment le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en 1993 et le tribunal pénal international pour le Rwanda en 1994. Les conséquences de tous ces procès vont entraîner la création en 1998 d'une Cour pénale internationale qui va entrer en vigueur en 2002, dont le siège est à La Haye, ce qui donne un caractère permanent et universel au droit international pénal. Alors tout cela, bien sûr, nous le reverrons en classe.